Alors notre nouvel intervenant de ce matin nous vient de Corse, de Sartène. Il est maître de conférences émérite en histoire grecque à l'université de Corse. Il va nous emmener entre Athènes et Jérusalem pour évoquer la naissance de ce qu'on appelle l'Occident et revenir aux sources de notre identité. Je vous demande d'accueillir Olivier Battistini. Je vous salue tous. Le masculin au pluriel est un collectif. Je suis ému d'être ici, car c'est mon ami très cher qui a été mon chef dans un combat que nous n'avons pas perdu il n'y a pas longtemps, Grégoire Dupont-Tingoux. Je dédie aussi ma petite intervention à une amie qui n'est plus, à Marie-Rose Guelfucci. Je vous remercie. Europe ou Occident? Je voudrais vous parler d'une rencontre impossible, rencontre qui a eu lieu et qui est l'objet donc de mon étonnement. Pour Ernst Junger, dans une lettre du 14 octobre 1930, la démonstration qu'il a lue de Carl Schmitt dans le concept du politique à propos de la liquéfaction des formes anciennes et de la nécessité d'en forger des nouvelles est une évidence immédiate qui rend toute prise de position superflue et balaie tous les bavardages creux qui emplissent l'Europe. Schmitt, ajoute Junger, a découvert une technique de guerre particulière, la mine qui explose sans bruit. L'Europe, c'est l'île du monde. C'est l'Europe aux anciens parapets d'Arthur Rimbaud. Un petit cap de l'Asie, dit-on. Certes, mais c'est en Grèce qui est né, quand on parle du miracle grec, ce qu'on a appelé l'Occident, avant que ce terme ne prenne une autre acception dans la géopolitique contemporaine. Un Occident qui est la conséquence de la rencontre apparemment impossible d'Athènes et de Jérusalem, de la religion et de la philosophie. C'est l'objet de mon intervention. Et pour approcher l'idée de cet Occident, ou plutôt de l'Europe, il faut tenter une dialectique, c'est-à-dire une opposition des contraires, une harmonie souveraine. J'emploie bien sûr le mot harmonie dans le sens grec, harmonia, qui chez Héraclite signifie l'alliance des contraires. La dialectique n'est pas seulement une arme de guerre, quand on s'intéresse à la rencontre entre la théoria et la praxis. Une arme, celle de Gorgias ou de Protagoras, les sophistes que nous aimons. Une arme dans l'art du discours ou de la parole politique. Elle est la connaissance de l'être, de ce qui est réellement, de ce qui par nature demeure toujours identique à soi-même. Elle est, chez Platon, la connaissance la plus vraie, le couronnement sublime de l'édifice des sciences. Et elle mène le philosophe roi à la contemplation du soleil des idées et lui donne la capacité de présider aux destinées de la cité parfaite, la Callipolis. Au-dessus de la mathématique, elle est science véritable, la science suprême. La dialectique est la science des idées. Mais
Et cela me permettra de comprendre l'alliance impossible d'Athènes et de Jérusalem. Comme l'harmonie héraclitéenne, elle est le moment où le contraire ne se dépasse pas en synthèse. C'est l'objet d'une très longue conversation que j'ai eue avec Michel Maffezoli. Je répète, elle est le moment où le contraire ne se dépasse pas en synthèse. On nous a habitués, vous savez, mes étudiants me demandaient toujours, monsieur, est-ce qu'il faut qu'on fasse un devoir en 3 parties, thèse, antithèse et synthèse? J'ai toujours considéré que la dialectique marxiste était un appauvrissement de l'intelligence, une faiblesse de la pensée. L'opposition des contraires se suffit à elle-même. La dialectique dont il est question ici, à propos de l'opposition fondatrice Athènes et Jérusalem, est proche de la logique dynamique du contradictoire, de la logique de l'énergie dont parle Stéphane Loupascu, la logique de tout ce qui existe. Loupascu, qui conçoit un dualisme antagoniste dans la pensée et dans le réel, entrevoit une théorie de la connaissance et met en évidence que le réel est contradictoire et que l'antagonisme est présent dans le devenir. Tout ce qui existe est en devenir. La dialectique est la logique dynamique du contradictoire. Elle se fonde sur le principe d'antagonisme, la logique du tiers inclus contradictoire, le tertium datur, et non pas, vous le savez, le tertium non datur d'Aristote. C'est ce dont parle Gilbert Durand. Alors, premier point, Athènes et Jérusalem. La philosophie et la religion sont-elles compatibles? La première poursuit un idéal de connaissance, la seconde un idéal moral. La coexistence de ces deux conceptions du monde mises en mouvement est, dans ces conditions, essentielle pour l'histoire de l'Europe. Une harmonie étrange de deux conditions essentielles, l'alliance de deux principes fondamentalement antagonistes et incompatibles, la foi obéissante de la Bible d'une part et la libre critique, celle du logos, de la philosophie d'autre part. Selon la Bible, qui ne connaît pas d'équivalent au mot doute, le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Pour les sophoi grecs, c'est l'étonnement, le tomazein. Je m'étonne que les choses soient ce qu'elles sont, et je vais chercher les raisons de cet étonnement. Abstraction et intelligence pure. D'une part donc l'étonnement, de l'autre la peur et l'espoir. La philosophie, essentiellement négative, ne se contente pas des opinions et remet tout en cause, doute, critique, dans le dessein d'approcher une sagesse. La recherche de la sagesse, d'ailleurs, plus que la sagesse elle-même, les questions plus que le savoir ou la certitude. La religion, au contraire, est essentiellement positive, instruite par une révélation, par une vérité absolue, à laquelle elle réclame une adhésion inconditionnelle. La philosophie requiert la liberté, la religion, la piété, l'obéissance, l'amour. La particularité des Grecs est dans l'entier dévouement de l'individu pour la course à l'excellence, à la distinction, à la supériorité. D'un côté, donc, le postulat d'une nécessité impersonnelle, de l'autre, le postulat d'une relation personnalisée. D'un côté, la nature derrière toute chose, de l'autre, Dieu derrière toute chose. D'un côté, procédant par la logique à partir de la perception des sens, la recherche des principes, des archaïs,
de l'autre, l'étude de la volonté divine. D'un côté, l'éternité du monde, de l'autre, sa création, ex nihilo. Second point, le miracle grec. Et j'ai apprécié votre intervention sur les Indo-Européens, et Georges Dumézil en particulier. La naissance du Logos, la parole qui recueille du sens, selon la traduction de Martin Heidegger. La naissance donc du Logos lors de la mise en ordre de l'espace politique de la cité est le signe, en terre d'Europe, d'une aventure unique, audacieuse. On parle de philosophie et de science. Pour Schrödinger, dans La nature et les Grecs, dire de la science qu'elle est une manière grecque de penser le monde, c'est la décrire tout à fait adéquatement. Voilà la raison pour laquelle la science n'a jamais existé que chez les peuples soumis à l'influence grecque. Selon la tradition, le logos s'oppose au mutos, une mutation fulgurante ou transition progressive du passage d'une intelligence du monde à une autre. L'étymone du mot logos, je vous l'ai dit, la parole qui recueille du sens, on le voit dans le mot anthologie. L'anthologie n'est pas la science des fleurs, mais le recueil de fleurs. Cette étymologie éclaire les continuités ou les ruptures et rend apparentes les harmonies cachées entre ces deux intelligences du monde, dont l'une annonce l'autre. Et les travaux de Giorgio Colli montrent les origines obscures de la sagesse que le savant italien voit chez Dionysos. Albert Janière montre en arrière-plan de l'œuvre de Platon la tradition des mythes et rites orphiques. Sous le logos, une autre parole, non pas en opposition mais en résonance, et elle lui donne, paradoxalement, force et richesse. Et vous voyez encore pourquoi j'ai parlé de dialectique. Ce qui vous permet de concevoir, mon troisième point, l'invention du politique. Pour Léo Strauss, dans la renaissance du rationalisme politique classique, la philosophie politique classique est caractérisée par le fait qu'elle est directement liée à la vie politique, ce qui est totalement différent avec la science politique. La philosophie politique est liée à l'action politique. C'est ce que je conçois dans l'univers, non pas de la politique, et du politique, l'alliance de la théoria et de la praxis. La parole est la seule chose qui permette une victoire politique. Ceux qui se contentent du jeu des urnes ont déjà perdu. Je suis persuadé que pour vaincre, il faut d'abord convaincre. Et la parole permet cela. La géométrie politique de Clisthène, par exemple, est liée à la philosophie et figure d'un nomos dans le sens de loi générale, d'ordre de ce qui est conforme aux lois écrites, connues de tous. Elle institue par le débat, il n'y a pas de politique sans débat, au sein de l'Assemblée, un être abstrait, symbole du logos et de l'arrêté des Athéniens. La police est la communauté des citoyens, la mise en commun des paroles et des actes. La mise en commun des paroles et des actes. Quel que soit le type de politeia, l'âme de la cité, la source de toute loi, le principe de la loi est une constante, car c'est sur les lois que repose le salut de la cité. Pour Hannah Arendt, l'organisation de la police, physiquement assurée par le rempart et physionomiquement garantie par les lois, est une sorte de mémoire organisée. Et la fascination pour les affaires de la cité, l'intelligence à concevoir sous la forme d'un art, d'une théoria, l'essence et la tension politique, le regard mimétique révèle le grec comme l'être politique par excellence. Thucydide, j'y ai consacré peut-être ma vie, l'historien du politique, raconte, trésor pour toujours, ktema essay,
l'affrontement nécessaire des cités, réelle puissance de proie, et les inévitables ruines d'hommes et d'empires, la guerre entre les cités pouvant être ainsi comprise comme des principes constitutifs de l'activité politique, en même temps que signe de sa disparition nécessaire. Platon, le plus puissant et le plus radical penseur antidémocratique que le monde ait jamais connu, et c'est pour ça que je l'aime, réfléchit sur le modèle de la Callipolis, sur la meilleure politeia possible, sur le souverain bien compris comme la fin de toute communauté. Et Aristote, l'élégant Aristote, qui définit l'homme comme un animal politique par essence, il a balayé en quelques secondes les erreurs du pauvre Rousseau. L'essence d'une chose est dans sa fin. Pensez au film de Konchalovsky sur Michel-Ange, le bloc de marbre. L'être de nature, puisqu'il sera plus tard politique, l'est avant même de l'être. L'essence d'une chose est dans sa fin. L'homme est donc par nature un être politique. Il l'est avant même de l'être. Ce n'est pas la cité qui a corrompu l'homme, c'est l'homme qui est animal politique, par avance. Et donc je n'arrive à mon quatrième point, et dernier, le paradoxe des deux cités. La rencontre impossible a eu lieu. Je dis toujours que je suis profondément païen, mais que je suis catholique. Par amour pour une civilisation. Un monde a disparu, celui de Périclès ou celui d'Alexandre, le philosophe en armes. Celui aussi d'Adrien, où la véritable religion est le culte de la cité, elle-même, une théologie politique. Vous savez, si le miracle grec dont vous parliez tout à l'heure, si les Grecs sont les inventeurs de ce logos qui permet de recueillir du sens, c'est parce que justement, il n'y avait pas d'interdit, de dogme et d'affirmation chez les Grecs, mais une théologie du politique. Un autre monde, dominé par le religieux, j'en ai parlé un tout petit peu au début, se fait jour avec, d'une manière générale, la promesse de diverses formes de salut, ici-bas ou après la mort. Marc Aurèle, empereur philosophe qui parlait en grec, se demandait quel était ce peuple étrange qui avait besoin de récompense pour avoir l'hégémonie sur soi. Le choix de la mort d'Achille n'avait pas besoin de récompense, mais uniquement l'idée que dans le futur, les êtres humains, les étranges habitants de l'autre rive, allaient parler de lui. Le Logos est devenu la parole créatrice, la réalisation et la manifestation de Dieu. Au IIIe siècle, pour Clément d'Alexandrie, le christianisme est alors une philosophie qui enseigne un mode de vie où il faut prendre le divin comme principe d'éducation et de réalisation. Le christianisme est choisi comme religion officielle par Constantin, le vainqueur de Maxence. Les deux cités se mêlent, se révèlent en même temps la force de leurs antinomies. Et laissez-moi rêver avec vous, au IVe siècle, Julien retrouve les dieux perdus. Avant de revêtir la pourpre en compagnie de Libanios et des philosophes Maximos d'Éphèse, Thémistios et quelques autres, il lit avec délice Platon, Plotin, Porphyre. Et proclamé par les légions, il pense une église païenne où ceux qui officieraient devraient se consacrer à la lecture de Pythagore, de Platon, d'Aristote et des stoïciens. Il rêve le soleil roi, mais les temples restent déserts. Près d'Antioche, dans le voluptueux et mystique bois de Daphné, consacré à Apollon et aux nymphes, une église a été construite face au temple du Dieu. Julien veut faire revivre le sanctuaire
et rompre le silence de l'oracle. En vain, pendant une nuit calme et sans nuages, le temple de Daphné brûle. L'empereur meurt peu de temps après sur les rives escarpées du Tigre, dans une expédition contre les Perses. Vaine aventure et dernière tentative de l'Empire romain. Avec Damasius disparaît le dernier platonicien. Justinien a interdit tout enseignement professé par ceux qui sont malades de la folie, sacrilège des Grecs. Julien n'a pas tort lorsqu'il s'écrie avant de mourir « Tu l'emportes, Galiléen ». Je termine. Si la philosophie et la religion ne peuvent que s'opposer, elles le font en harmonie fondatrice pour une Europe qui est nôtre et pour laquelle je donnerai ma vie. Platon et Augustin, Thomas d'Aquin et Aristote, et on pense au beau livre de mon ami Sylvain Guggenheim, à son Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne. Et voici Dante, Botticelli, Monteverdi, Jean de la Croix, Racine, Pascal, Rimbaud, Nietzsche et Heidegger. Un antagonisme qui est un des grands ressorts de la créativité européenne. Toute la civilisation occidentale ne pourrait être alors qu'une permanente tentative de construire une impossible alliance. C'est ça la beauté de l'Europe. Socrate et son daimonion, le prophète biblique et son amour serviteur, dialectiquement. Et je voudrais vous dire que je vis dans une île, la Corse, au centre du monde, bien évidemment, et chez nous, réellement, le paganisme n'est pas éloigné du catholicisme, et c'est pour la raison pour laquelle je suis entré à Mossa Palatine, aux côtés de Nicola Battini et de sa garde rapprochée, qui sont ici avec Romain Vincetti et Paul Marchione, que je salue chaleureusement. Je vous remercie.